Bonsoir à tous, bienvenue dans 28 minutes, ravi de vous retrouver et salut les amis autour de cette table. Benjamin. Pour combien de temps serons-nous encore là? Et oui, parce que l'intelligence artificielle, figurez-vous, va-t-elle nous mettre au chômage? C'est la question qu'on se posera ce soir dans notre débat après cette annonce fracassante d'Amazon, 14 000 suppressions d'emplois qui seront remplacées par l'intelligence artificielle. Breaking news out of the tech world tonight that you may have heard about. Amazon set to announce massive layoffs. Amazon says it's cutting 14,000 jobs as it ramps up spending on AI. The second largest private employer in the country is planning one of the biggest workplace transformations in modern history. Alors ce plan social historique est-il le premier d'une longue série? Cette nouvelle révolution numérique affecte d'abord les cols blancs. Est-ce une disparition pure et simple, un appauvrissement des savoirs ou une nouvelle manière de travailler, voire, qui sait, de mieux ou moins travailler? On en débattra ce soir avec nos experts avant de vous retrouver, Théophile Cossa et Xavier Mauduit. D'abord, Xavier, on va revenir sur une rencontre du jour entre deux personnages de haut rang. Xi Jinping, Donald Trump, ils se sont rencontrés en Corée du Sud et la tension est vive pourtant entre les deux pays. Coup droit, revers. Je vais revenir sur le moment où les États-Unis et la Chine ont su se réconcilier dans les années 1970. Ça marche. Et vous, Théophile Cossa, on revient sur un ouragan qui vient de sévir. Oui, l'ouragan Mélissa, déjà considéré comme l'une des tempêtes les plus violentes de l'histoire, des dégâts considérables et des morts en Jamaïque, à Cuba. Et c'est inquiétant parce qu'une tempête d'une telle intensité, ça pourrait bien devenir la norme. Pourquoi les ouragans? Je vous raconte comment ça marche. À tout à l'heure. Mais pour commencer, une autre actualité nous mène en Afrique. 2 élections présidentielles au Cameroun et en Côte d'Ivoire et 2 vieux présidents reconduits, l'un de 92 ans, l'autre de 83 ans, dans des pays où les jeunes sont majoritaires. Pourquoi de tels résultats? Une démocratie réelle y est-elle impossible? D'autres pays, comme le Sénégal, y parviennent pourtant. Comment? Autant de questions que l'on va poser à un journaliste spécialiste de l'Afrique, Ousmane Ndiaye. On le retrouve tout de suite. Bonsoir Ousmane Ndiaye. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 28 minutes. Ce soir, je vous présente Fanny Veil et Marion Lourd à mes côtés. Bonsoir. Vous êtes donc journaliste spécialiste de l'Afrique et vous avez publié récemment L'Afrique contre la démocratie, un mythe, déni et péril. C'est aux éditions Rive Neuve. On va y revenir plus longuement dans un instant. Mais ce qui s'est passé au Cameroun et en Côte d'Ivoire, est-ce que pour vous c'était joué d'avance? Oui, le scénario était écrit d'avance. Le résultat connu d'avance, c'était un faux suspense. Un simulacre de démocratie, vous diriez? Je dis une fiction démocratique, c'est plus sophistiqué. Une fiction démocratique. Alors on va développer tout cela dans un instant, après votre profil idéal, puisque vous l'avez, il est signé comme chaque soir, Gaël Legras. Ousmane Ndiaye, journaliste spécialiste de l'Afrique, vous vous appuyez sur 20 ans de reportage afin de rédiger votre livre « L'Afrique contre la démocratie, mythe, déni et péril ». Pour commenter les élections des indéboulonnables Paul Biya au Cameroun et Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, vous avez le profil idéal. Ministre en 68, Premier ministre en 75, Paul Biya devient président du Cameroun en 82 à l'âge de 49 ans. C'est la passion du service de l'État et le service de mes compatriotes. C'est cela mon ambition. À l'époque de cette interview, il reçoit le président Mitterrand en visite officielle à Yaoundé. Depuis, il a connu Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Après 43 ans au pouvoir, à 92 ans, il entame donc son 8e mandat. Tout cela est normal. Après le vote du 12 octobre dernier, Paul Biya est crédité de 53,66% des voix contre 35,19% pour Issa Chiroma Bakary, son principal opposant qui dénonce des fraudes électorales. Selon vous, Ousmane Ndiaye, au Cameroun, la Commission nationale électorale n'est pas indépendante et le Parlement n'est ni un contre-pouvoir ni une instance de contrôle du pouvoir. Biya est l'exemple type de ce que j'appelle les fictions démocratiques en Afrique, précisez-vous. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne réalise pas les mêmes exploits mais se défend plutôt pas mal. Les élections se sont déroulées samedi 25 octobre dernier. À l'âge de 83 ans, le président au pouvoir depuis 2011 s'apprête à entamer son 4e mandat. Il a été élu avec 90% des voix. Le second, Jean-Louis Billon, décroche le score faramineux de 3,09%. Il faut dire que les opposants les plus populaires de Ouattara, l'ex-président Laurent Gbagbo et l'homme d'affaires Tidjane Thiam, ont été empêchés de se présenter.
Cette année, seulement 50% des électeurs ivoiriens sont allés voter. Pour vous, le constat est limpide. Ces dirigeants ont adopté une pratique totalement antidémocratique. Cela a sapé l'idée de démocratie dans les populations. Ousmane Ndiaye, quand on voit Biya et Ouattara au Cameroun et en Côte d'Ivoire, ils semblent indéboulonnables. Comment vous expliquez cette longévité? Est-ce qu'ils sont quelque part un gage de stabilité aussi pour une population qui peut être un peu inquiète de l'avenir, ou ils ont tout verrouillé? Je pense que c'est la deuxième option. Ils ont tout verrouillé de façon différente. Vous prenez le Cameroun, Biya a compris totalement, à la fois au niveau intérieur et au niveau externe, les enjeux. Au niveau intérieur, que fait Biya? Il annihile toutes les possibilités de contre-pouvoir, lance une politique de récupération des opposants quand c'est possible. Quand c'est pas possible, il a lancé il y a quelques années une opération célèbre au Cameroun qui s'appelle l'opération Épervier. Donc la lutte contre la corruption a été le prétexte pour mettre tous les dissidents en prison. Ils se retrouvent en face d'un vide. Deuxième stratégie de Biya, il joue le désordre mondial. Il faut se souvenir, et il faut toujours le rappeler, dans les luttes d'influence, Russie, Chine, l'Afrique n'est pas... Les chefs d'État africains ne sont pas juste passifs, ils sont aussi acteurs. Je donne un exemple très simple. Paul Biya a signé un accord de défense en 2022 avec la Russie. La conséquence, ça a été quoi? Le président Emmanuel Macron a choisi le Cameroun pour une visite officielle, histoire de ne pas laisser l'espace aux Russes qui venaient de conquérir, entre guillemets, le Sahel et la Centrafrique voisine. Deuxième chose, Biya a su, contrairement à d'autres chefs d'État africains qui sont souvent retrouvés à être renversés par la garde prétorienne ou l'unité la plus forte de l'armée, Biya a créé une unité spéciale qui est l'unité la plus organisée de l'armée. Devinez qui dirige cette unité? Un colonel israélien. Et donc, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le Cameroun est l'une des rares nations africaine qui ne reconnaît pas Israël et qui vote Palestine, et qui vote systématiquement en faveur d'Israël. Alors Ousmane Ndiaye, vous parlez d'une fiction démocratique pour ces deux dirigeants, mais les opposants finalement, ils ne défendent pas non plus la démocratie qui est vue comme une importation, comme un produit occidental. C'est une impasse démocratique au fond? Bon, alors ça, c'est très intéressant, la perception de la démocratie. On est dans une impasse parce que la démocratie est perçue d'abord de deux manières. La première manière, elle est perçue comme une sorte de rêve promis mais qui n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire, au début des années 90, tous ces pays-là ont connu ce qu'on appelait les conférences nationales, les mouvements, les révolutions antidémocratiques, et ça a accouché de pouvoirs qui ont finalement détourné l'espoir démocratique pour en faire autre chose. La deuxième chose, elle est plus profonde, plus ancrée historiquement, c'est qu'il y a une compréhension de la démocratie comme une invention de l'Occident. Aujourd'hui, l'histoire nous l'a démontré, les travaux historiques nous l'ont démontré, en Afrique, il y a eu des formes de démocratie bien avant la rencontre avec l'Occident. C'est pourquoi je parle de mythe. Ce mythe comme quoi l'Occident a inventé la démocratie et que toute tentative de démocratie est quelque part, on soupçonne l'impérialisme. Et cette rhétorique-là est utilisée d'ailleurs par les régimes militaires en Afrique de l'Ouest pour délégitimer la démocratie comme une tentative d'impérialisme, alors qu'au fond, il y a eu des expériences démocratiques en Afrique bien avant l'arrivée de la colonisation. Et vous le dites aussi, un relativisme démocratique, y compris de la part des opposants au pouvoir. Ça, c'est intéressant. Mais on va faire un focus sur les jeunes avec vous, Fanny, parce que récemment, au Maroc, à Madagascar, on a vu la Gen Z se soulever. Alors, qu'en est-il de la Côte d'Ivoire et du Cameroun après ces élections, justement? Eh bien, au Cameroun, le résultat du scrutin est contesté. Il y a eu des manifestations réprimées. Alors, est-ce à dire que c'est un mouvement spécifique à la jeunesse? Il semble que non. Avant même l'élection présidentielle, un certain nombre de jeunes Camerounais avouaient ne pas croire en la légitimité du scrutin, et ce, notamment depuis l'éviction cet été de la principale figure d'opposition, Maurice Kamto. Il y en a qui ont carrément déchiré leur carte d'électeur, racontait Florent, un jeune Camerounais qui travaille dans le milieu associatif à Courrier International. En Côte d'Ivoire, ce sont aussi les risques de violence qui ont découragé, démotivé les jeunes électeurs. C'est ce qu'explique Joël, un étudiant en sociologie
sociologie politique au journal Libération. Je le cite, « Parler de politique, c'est un peu un sujet tabou. Certains se méfient, ils ont peur. » Et puis il y a aussi ceux qui ne se sentent tout simplement pas écoutés dans ces pays-là par un pouvoir qui, on l'a dit, est beaucoup plus âgé, qui est, selon eux, déconnecté de leurs préoccupations. Ousmane Ndiaye, est-ce que vous diriez que toute cette génération est un peu résignée, finalement? Oui, quelque part, mais pas tout à fait. Quand vous prenez la génération 2000, l'histoire de l'Afrique depuis 2000 est marquée de tous les décennies. La jeunesse se révolte avec une profonde aspiration démocratique. Il y a 10 ans, en Tunisie, les jeunes se soulevaient. Et ça a donné ce qu'on appelait le printemps arabe. Même chose au Maroc, même chose au Burkina Faso, où le soulèvement a renversé le régime de Blaise Compaoré, même chose au Sénégal, etc. Mais alors pourquoi ça ne se fait pas là dans ces deux pays? Parce qu'ils ont peur de la violence aussi, c'est une question. Je pense que les niveaux de répression ne sont pas les mêmes. Les niveaux de verrouillage ne sont pas les mêmes. Il faut se dire quand même que sur un pays comme le Cameroun, bien avant l'élection, un journaliste a été assassiné dans des conditions absolument ignobles. On ferme tous les espaces de liberté, on exile. Et puis deuxième chose, faut pas oublier cette sorte de ce que j'appelle le désenchantement démocratique. Parce que, vous le disiez tout à l'heure, en face aussi, il y a une vraie crise de la proposition. Depuis 30 ans, voire même 40 ans en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes acteurs qui se battent dans les mêmes combats politiques pour le même pouvoir, excluant totalement la jeunesse. Et pourtant, vous dites, il y a des exemples où ça peut marcher. Vous parlez notamment du Sénégal, il y en a eu autrefois aussi, où la démocratie fonctionne dans les pays d'Afrique. Alors, c'est intéressant. Il y a le Sénégal, il y a encore même des exemples plus achevés que le Sénégal. On parle très peu en France du Cap-Vert, mais le Cap-Vert est un pays où, quand même, il s'est produit quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a une élection présidentielle où le président vainqueur a gagné avec 11 voix de différence. 11 voix. 11 voix seulement. Et il n'y a pas eu de désordre ni de conflit. L'élection a été reconnue. Dans la plupart des pays où il y a une sorte d'éternel recommencement, on bute sur la question essentiellement de la conquête et du partage du pouvoir. On oublie toutes les autres modalités de la démocratie, la participation, la fabrique, ce que j'appelle de la citoyenneté, le niveau d'éducation, l'accessibilité et surtout des médias libres. Dans ces pays-là, il y a une société civile critique, hyper organisée, qui fait contre-pouvoir. Je pense que le Sénégal, le Cap-Vert, tous ces pays où ça marche, la justice, la société civile, les médias ont un niveau de contre-pouvoir assez élevé pour s'opposer aux dérives, ce qui n'est pas le cas. C'est des garde-fous, c'est ça en fait qui empêche d'avoir des gérontocraties, des autoritarismes comme on le voit, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ça, une société civile organisée comme ça l'est au Sénégal, parce que dans un pays comme le Sénégal, il y a eu des tentatives, mais la différence c'est qu'il y a une mobilisation très forte de la société qui a mis en échec la tentative de confiscation du pouvoir. Merci beaucoup Ousmane Ndiaye d'être venu sur le plateau de 28 minutes pour nous éclairer sur cette actualité. Je renvoie donc à votre livre. Merci encore. On passe à notre débat sur l'intelligence artificielle et son impact sur l'emploi, sur nos emplois. Amazon vient d'annoncer un énorme plan social, 14 000 suppressions de postes, que le géant mondial de la vente en ligne veut remplacer par l'IA. Alors, tous les métiers sont-ils en danger? Ou d'abord ceux des cols blancs? Est-ce une destruction ou une transformation des emplois? Et peut-être aussi la possibilité, comme avec les robots, de travailler différemment ou moins. On en parle après la mise au point d'Amira Swilem. C'est une annonce qui fait les grands titres des chaînes de télévision américaines. Amazon set to announce massive layoffs. As many as 30,000 corporate job cuts. They're realizing they can grow with fewer employees because of the help of robotics and artificial intelligence. Ressources humaines, publicité, communication, des licenciements qui concernent pour le moment uniquement des cols blancs. Ce repositionnement, le patron d'Amazon le préparait depuis des mois déjà. Comme pour toute transformation technologique, certains emplois automatisés par la technologie seront moins occupés. Mais pour d'autres, nous recruterons davantage de personnes, comme dans les domaines de l'IA et de la robotique. Avec le développement de l'intelligence artificielle, les expérimentations se multiplient dans le monde. Sur ces images tournées en Grande-Bretagne, des collégiens suivent des cours prodigués par une IA. Pour l'instant, un adulte, appelé coach et non plus professeur, reste dans la salle.
Les systèmes d'IA peuvent vous dire ce que l'élève sait et ce qu'il ne sait pas, avec un degré de précision supérieur à celui de l'enseignant moyen. En France, pas question de présenter l'IA comme pouvant remplacer les humains. Le gouvernement parle plutôt d'un outil qui va aider à améliorer, je cite, l'efficacité administrative. L'intelligence artificielle, oui, c'est un plus parce que pour ces sujets donc, comme le traitement des demandes de permis de construire ou le traitement des délibérations, ça permet de faire gagner du temps aux agents. Alors, le gain de temps généré par l'IA ne va-t-il pas conduire à une révolution du monde du travail ? Réaffectation des forces ou suppression des postes, le développement de l'IA ne menace-t-il pas nos emplois ? 3 experts pour ce débat en plateau avec nous. Yaya Falla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, président de la commission intelligence artificielle de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises. Selon vous, les licenciements liés à l'IA montrent que l'intelligence artificielle peut remplacer des métiers qualifiés qui utilisent un ordinateur ou des outils digitaux, mais va aussi en faire apparaître de nouveau. On va y revenir, bien sûr. À côté de vous, Mathieu Slama, bonsoir, essayiste. Bonsoir. Votre essai « Adieu la liberté » est paru aux éditions Presse de la Cité. Selon vous, les entreprises vont utiliser l'IA pour se débarrasser du maximum de main-d'œuvre et faire des économies. Mais cette nouvelle révolution pourrait aussi permettre de modifier la place du travail dans nos vies. Et enfin, Céline Antonin, bonsoir à vous. Bonsoir. Économiste à l'OFCE, professeur affilié à Sciences Po. Votre livre « Le pouvoir de la destruction créatrice », c'est d'actualité, coécrit avec le prix Nobel Philippe Aghion et Simon Bunel, est paru aux éditions Odile Jacob. Selon vous, l'IA permet d'accéder à plus de productivité. Globalement, le nombre d'emplois menacés est moins important que le nombre d'emplois qui pourraient se développer. Et pour commencer, eh bien Marion, le communiqué du jour. Oui, mardi dernier, celui de Beth Galetti, la vice-présidente en charge des ressources humaines chez le géant américain du commerce en ligne Amazon. Cette génération d'intelligence artificielle est la technologie la plus transformative que nous ayons vue depuis Internet. Et elle continue. Les réductions que nous annonçons aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité des efforts pour devenir plus fort encore en réduisant davantage la bureaucratie. Avec d'autres licenciements attendus en janvier, 10% des effectifs d'Amazon hors entrepôt pourraient être touchés. La pub, les ressources humaines, les services. Céline Antonin, est-ce qu'on peut parler effectivement d'un tournant ? Alors moi je dirais que c'est plutôt l'ébauche d'une transformation et qu'on a vu en fait à plusieurs reprises. C'est pas la première annonce de licenciement qu'on a pu observer. On a vu que voilà dans des services informatiques, etc. Donc on voit que dans différents secteurs on a effectivement des licenciements. On a d'ailleurs le Forum économique mondial dit qu'en fait 41% des entreprises d'ici 2030 envisagent aussi de supprimer des emplois. Donc presque une sur deux. Voilà, donc on a effectivement ces chiffres qui sont alarmants. Mais en fait ce qu'il faut voir, c'est qu'avec l'IA, comme d'ailleurs avec d'autres révolutions industrielles, on a en fait 2 effets. On a un premier effet qui est la substitution. En fait, il faut raisonner en termes de tâches sur les emplois. Vous avez certaines tâches qui vont être substituées par la machine et donc qui vont être amenées à disparaître et ça peut faire disparaître des emplois. Et par ailleurs, vous avez aussi des tâches qui vont être complétées par la machine. Donc sur certaines tâches, vous allez gagner du temps et ça va permettre de développer d'autres tâches et donc d'avoir des emplois qui se développent. Je pense qu'à ce stade, en fait, il faut être très prudent parce que c'est vrai que je ne suis pas non plus une techno-optimiste. Je pense qu'on ne sait pas du tout encore quelle va être la comptabilité, si on va avoir plus d'emplois créés ou détruits, mais je pense qu'il ne faut pas occulter le fait que d'un côté, il y a des destructions et de l'autre, il y a aussi des potentialités de développement. Mais peut-être qu'à court terme, on peut voir plus de destruction que de création. Ça, c'est une possibilité. Pour rester sur le constat, d'abord, Yaya Falla, vous qui êtes chef d'entreprise, comment ça se passe dans les PME ? Est-ce qu'on a recours aussi à l'IA ou est-ce que ça concerne d'abord que ces grands groupes ? On y a recours de plus en plus. Nous, on est plutôt optimistes. Je veux dire, toutes les évolutions, quand on regarde l'histoire, toutes les évolutions et les innovations technologiques, à la fin, créent de la valeur en réalité. Et effectivement, nous, on a vu ces dernières années des métiers chez nous qui se sont transformés. Plus récemment, un exemple très concret qu'on a, on a notre responsable administratif et financier, qui était un excellent collaborateur d'ailleurs, qui est parti. Au début, on pensait le remplacer. Finalement, on ne l'a pas remplacé. Et pour autant, aujourd'hui, on est plus nombreux que l'année dernière en termes de nombre de collaborateurs. Donc en fait, il y a une transformation ici. On fait des économies assez importantes en automatisant, en utilisant l'intelligence artificielle, etc. Mais ce qui permet en fait de nous repositionner sur des tâches encore à plus forte valeur ajoutée dans l'intérêt de nos entreprises. Et surtout, le point intéressant ici,
pourquoi il ne faut pas en avoir peur, c'est que nos propres collaborateurs, même les plus jeunes aujourd'hui, arrivent à faire des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ça accélère leur carrière aussi. Alors, on va en parler des jeunes d'abord, mais une question de Marion. Mathieu Slama, est-ce que finalement c'est une révolution industrielle? Est-ce que c'est la révolution, tout simplement? Oui, alors il y a une dimension révolutionnaire dans l'IA, mais aussi inquiétante au regard de ce qu'on voit aujourd'hui. Et j'entends, moi, tout à fait les arguments qui sont donnés sur le fait que... Plus de postes créés. Voilà, absolument. J'entends tout ça, et en effet, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Mais aujourd'hui, le fait est que Amazon annonce une suppression de... Et pas une petite suppression de postes, hein, c'est des milliers de postes supprimés. Nestlé annonce des suppressions de postes. Accenture annonce des suppressions de postes. Goldman Sachs annonce des suppressions de postes. Microsoft annonce des suppressions de postes. Donc aujourd'hui, pour l'instant, l'IA, c'est lié à des suppressions de postes. Et c'est qui est nouveau, pardon, c'est parce que ça concerne la production d'idées? Oui, notamment. C'est-à-dire que c'est des métiers de col blanc, entre guillemets, de bureau, etc., qui sont concernés. Donc c'est ça aussi la nouveauté. C'est pas des métiers d'usine ou quoi que ce soit. Il y avait une publicité l'année dernière d'une boîte d'IA qui s'appelle Artisan aux États-Unis et qui disait en gros choisissez l'IA parce que les IA ne demandent pas d'arrêt maladie. Et en fait, je pense que il faut quand même être méfiant dans le système capitaliste sur la manière dont les entreprises vont utiliser l'IA. Parce qu'en effet, les IA ne demandent pas d'arrêt maladie, les IA ne tournent pas aux 35 heures, aux 39 heures ou que sais-je encore, les IA ne prennent pas de pause déjeuner, les IA ne prennent pas de vacances, elles n'ont pas de droit du travail associé, elles ne se révoltent pas, les IA ne sont pas syndiquées. Donc, en réalité, il faut aussi voir que l'IA pour les entreprises, ça peut être aussi un peu une manière de réaliser un peu ce vieux rêve capitaliste qui est de se débarrasser de l'humain, de se débarrasser de ce qui va avec l'humain, c'est-à-dire les droits, le respect des conditions de travail, etc., pour aller vers un maximum de profit. Et ça, c'est aussi un risque qu'il faut prendre en compte. Rapidement, se débarrasser de l'humain. Non, mais alors, c'est pour ça qu'il faut que l'IA reste un outil et que c'est à nous aussi d'instaurer les réglementations et tout ce qui va avec pour ne pas, par exemple, est-ce qu'on a envie d'être licencié par une IA? Je veux dire, par exemple, est-ce qu'on n'a pas envie qu'il y ait un humain qui intervienne? Est-ce qu'on a envie d'être jugé par une IA, d'être soigné par une IA? Donc tout ça, c'est nous, en tant que citoyens aussi, qui devons le décider. Et moi, je suis en faveur du fait que l'IA doit rester notre outil et qu'on doit rester maître de cet outil. Mais en revanche, c'est vrai que ça permet aussi de faire des gains de productivité. Et donc, sur l'effet sur l'emploi, j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir. Oui, on va y revenir. Voilà, mais en tout cas, il est certain qu'il faut rester très vigilant parce qu'on peut en faire le meilleur comme on peut en faire le pire. Alors, et vous parliez, Yafala, tout à l'heure, des jeunes. Alors, on va demander avec vous, Fanny, si l'IA peut affecter en priorité la nouvelle génération, les jeunes diplômés. Eh bien oui, d'après une étude du site de recrutement Indeed, la moitié des employeurs français estiment qu'il est plus facile de former une intelligence artificielle que de recruter un jeune diplômé, en particulier dans les secteurs de la finance, de l'éducation ou du commerce, par exemple. Aux États-Unis, l'IA a déjà commencé à remplacer ces jeunes diplômés, d'après l'étude menée par 3 chercheurs de l'université de Stanford, en Californie. D'après eux, l'emploi des 22-25 ans a baissé dans des professions qui sont très exposées à l'intelligence artificielle. Par exemple, le service client, où ces jeunes ont été remplacés par les robots conversationnels qu'on appelle des bots, ou par exemple chez les développeurs de logiciels dont les effectifs ont chuté de 20% en 2 ans et demi. Hier, le patron du site d'information Axios alertait d'ailleurs les Américains sur leur choix de carrière. If you're in one of those jobs, or if your kid is going to school and considering those professions, you've got to be thinking about this. You have to be thinking about how can I do that job if artificial intelligence can do it for free or do it better. Et Yafala, vous parliez tout à l'heure effectivement des jeunes. Comment on explique que l'intelligence artificielle ait un impact en particulier sur leur poste, leur travail à eux? La vraie question, c'est de savoir comment est-ce qu'on doit former les plus jeunes, c'est-à-dire quels sont les métiers sur lesquels ils peuvent créer une valeur significative. Je pense que c'est une excellente nouvelle quand on voit des tâches à faible valeur ajoutée, parfois pas très épanouissantes, ou des métiers qui ne sont pas toujours très épanouissants, être remplacés par de l'automatisation, puisque ce n'est pas que de l'intelligence artificielle ici, par de l'automatisation ou de l'IA ou des machines. Je pense que c'est une excellente nouvelle. La vraie question à se poser derrière, et le phénomène qu'on est en train de voir arriver pour les jeunes ou les moins jeunes, c'est notre rapport au travail. Comment est-ce qu'on doit former les individus? Sur quel métier est-ce qu'on doit les former demain pour qu'ils trouvent des emplois, etc., etc. On voit les innovations qui arrivent de manière de plus en plus rapide. Donc se pose aussi la question d'être capable de se réinventer durant toute sa vie, d'apprendre à apprendre. On entend souvent ce terme aussi qui est majeur. Donc c'est une question à se poser individuellement chacun et aussi à se poser collectivement. Oui, mais Mathieu Slama, est-ce que ça pose la question des études?
après ce que vient de dire Fanny, est-ce que du coup, il y a des jeunes qui nous écoutent, ils se disent mais bon, est-ce que j'ai besoin de faire des études alors que je vais avoir un assistant au quotidien? Ça fait partie du débat? Oui, absolument, ça transforme absolument tout, parce que, évidemment, les compétences changent, le rapport même à l'entreprise et à son job en tant que tel change complètement. Donc ça révolutionne tout. Je veux dire, même, je suis un peu hors sujet, mais par rapport aux études, aux étudiants, aux élèves, etc., je veux dire, c'est fini les devoirs à la maison. D'ailleurs, ça, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais donc, pour revenir au sujet, en effet, ça révolutionne tout. La question, c'est, en effet, les dangers que ça représente par rapport aux travailleurs qui vont rester au sein de l'entreprise. Parce que si c'est pour faire des métiers d'assistance par rapport à l'IA, d'une part, ça réduit considérablement le sens du travail. Et ça, déjà qu'il y a un vrai questionnement autour de ça, notamment dans la jeunesse. Si les humains deviennent des sortes d'assistants de l'IA, on a un vrai problème. Il y a l'autre problème aussi, c'est par rapport au RH, c'est-à-dire qu'il y a ressources humaines, puisqu'il y a ce mouvement de l'IA au sein des RH. Si on se retrouve avec des entreprises dont les ressources humaines, mot d'ailleurs absolument horrible, sont gérées par une IA, alors là aussi on est dans une déshumanisation totale, et c'est quand même ça le risque que je vois par rapport à l'IA. En revanche, de la même manière, par exemple, que je pense qu'on ne va pas se plaindre si jamais demain le métier de caissière disparaît complètement, parce que c'est un métier très déshumanisant et très difficile. Il y a évidemment des métiers pénibles ou des métiers, en effet, qui ne sont pas forcément à très grande valeur ajoutée. S'ils disparaissent avec l'IA, on ne va pas forcément s'en désoler. Même si certains vous diront qu'il y a du lien aussi social et la humain. question centrale, ça sera, je pense, après, c'est vraiment vers quoi on dirige l'IA. Est-ce qu'on décide de mettre de l'humain dans l'IA ou est-ce qu'on en fait un pur outil de productivité et de profit, quoi, voilà. Céline Antonin, vous vouliez réagir? Je voulais juste réagir à ce que vous disiez, puisque vous citiez l'étude de Bridgelson et vous vous demandiez effectivement qu'est-ce qui fait que ce sont les plus jeunes. Alors, une des raisons qui est évoquée dans cette étude, c'est le fait que, effectivement, les seniors, en fait, quelque part, on valorise leur expérience du travail, que n'ont pas les juniors. Et en fait, c'est ça qui pose du coup problème, c'est que c'est problématique que les jeunes n'arrivent pas à s'insérer. Et c'est pour ça que la formation est particulièrement importante, parce que de toute façon, c'est quand même un moment crucial, le moment où vous arrivez à acquérir cette expérience professionnelle et ces fameux soft skills, donc ces fameuses compétences. C'est la revanche des seniors en quelque sorte. Absolument. Mais alors, par ailleurs, les seniors peuvent être aussi dépassés par le fait qu'ils n'ont pas grandi au moment de l'avènement de l'IA. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que cette étude, elle est intéressante parce qu'elle montre ça, justement, l'importance de l'expérience acquise. Et on parlait tout à l'heure des caissières, et c'est vrai qu'en fait, cette révolution, elle va s'appliquer pas seulement au secteur de la tech, mais aussi à tous les secteurs, y compris la grande distribution. Et c'est ce que disait notamment en février dernier le patron de la chaîne américaine d'hypermarchés Walmart. There's going to be so much change happening as it relates to technology. And I think we'll do a good job of leveraging generative AI and leveraging physical automation and doing the other things so that we can be relevant to people in the future. So it's turned into this different business model. And I think, what happens over time when technology gets applied is that all the jobs change, and that's what's happening. We're morphing into something else kind of right before our eyes. Yahya Falla, vous entendez ce qu'il dit, en fait, tous les emplois vont être touchés, vraiment tous les emplois? Je pense qu'à terme, effectivement, beaucoup d'emplois, une grande majorité des emplois au fur et à mesure du temps vont être touchés, soit directement aujourd'hui, les cols blancs, les gens qui travaillent au bureau avec un ordinateur parce que les LLM, etc., passent par ces outils-là. Déjà aujourd'hui et demain, avec la robotique, d'autres emplois plus manuels vont être touchés aussi. Maintenant, est-ce qu'il faut en avoir peur? Ma conviction personnelle, en tant qu'entrepreneur aussi, c'est non. Ce sont des opportunités exceptionnelles à saisir collectivement pour la société. Il faut les saisir parce que derrière, ce qui va rester, ce qu'on peut développer, etc., c'est l'humain. La relation humaine, par exemple. Si aujourd'hui, un individu... C'est paradoxal, du coup. Non, justement, non. Parce que là, ce que les gens disent, c'est du profit. On va vers l'IA parce qu'on veut faire plus de profit. Non. C'est pas ce que j'ai entendu. Moi, c'est pas ce que j'entends. J'entends qu'il y a des tâches qui vont être mieux effectuées par l'intelligence artificielle et les entrepreneurs, les entreprises, les travailleurs, les salariés eux-mêmes vont s'interroger, vont être formés sur comment ils peuvent se positionner. Et c'est là où je dis on peut remettre l'humain au centre. C'est-à-dire un collaborateur aujourd'hui qui passe son temps à saisir, créer des devis, etc. Si demain une IA ou une automatisation peut le faire, ce collaborateur peut être formé, accompagné pour passer plus de temps avec les clients dans cette quête. Je vous prends un exemple très précis quand même pour être très concret. Aujourd'hui, pour préparer cette émission, par exemple, vous nous avez appelé, vous nous avez interviewé par téléphone, vous nous avez demandé ce qu'on faisait, etc. Si demain, avec une intelligence artificielle,
vous pourriez aller chercher automatiquement les informations sur nous, avoir une fiche qui est préparée au moment où vous allez nous appeler, etc. Vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus précis sur vos propres notes, etc. sur nous. Voyez. Et là, vous allez être beaucoup plus productif. Du coup, non, mais et on peut je faire des imperfections. Je ne remets pas en question la qualité de votre travail. Je dis que vous allez pouvoir le faire plus vite et plus efficacement. Et donc, les gens qui nous appellent pourront encore davantage se concentrer sur cette relation et sur l'humain. Vous voyez, il y a de la valeur à créer partout et c'est de cette manière-là, je pense qu'on doit approcher ce sujet-là et pas sous la peur ou la crainte. Mais Céline Antonin, en attendant, ce dont on parle, c'est quand même des entreprises comme Amazon qui sont bénéficiaires ou comme, donc qui licencient des gens, comme Walmart qui disent pendant plusieurs années on est bénéficiaire mais on va n'embaucher personne. On ne voit que la casse à ce jour. Oui, alors aujourd'hui, on voit que la casse, mais c'est vrai qu'il faut déjà faire une différence entre le court terme et le moyen terme. Alors c'est vrai que dans toutes les révolutions industrielles, vous pouvez avoir à court terme un effet négatif avant de voir aussi des créations d'emplois. Destruction créatrice. Oui. Alors c'est un peu l'idée de la destruction créatrice. Mais juste pour vous donner un exemple, vous avez un économiste, David Autor, qui vous dit 60% des professions qui existent aujourd'hui n'existaient pas en 1940, par exemple, pour vous donner une idée. Donc il y a aussi des professions qui apparaissent. Mais juste pour donner peut-être un chiffrage, donc plusieurs organismes se sont amusés à chiffrer. Alors ce qui est compliqué avec l'IA, et notamment l'IA générative, c'est que c'est très récent, c'est 2022, et c'est aussi ce qu'il faut souligner dans cette révolution, c'est qu'elle est très rapide et beaucoup plus rapide que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Générative, expliquons concrètement, c'est-à-dire que par exemple dans une agence de pub, on va demander à l'intelligence artificielle de fabriquer une publicité, on va demander à une agence artificielle de fabriquer une couverture de livre. Tout à fait, ou de fabriquer un reportage pour un journal télévisé par exemple. Donc voilà, c'est ça, c'est donc l'utilisation de cette intelligence. Mais donc c'est 2022. Alors les économistes en général, quand ils cherchent à quantifier un phénomène, ils regardent ce qui se passe avant et après. Mais là, on n'a pas assez de recul. Donc ce qui est fait, c'est que là, ce que font les organismes, ils regardent ce qui peut être de façon prospective, et donc quelles sont les tâches qui peuvent être remplacées dans des emplois et celles qui peuvent être au contraire augmentées, c'est-à-dire celles qui vont être faites par la machine, mais qui vont permettre de libérer du temps. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, il y a un tiers des emplois, donc c'est ce que dit le Bureau international du travail, un tiers des emplois qui sont exposés à l'intelligence artificielle, ce qui est énorme, mais il n'y aurait que 6% qui seraient potentiellement remplacés. Donc en fait, 6% des emplois, c'est à la fois beaucoup et à la fois, c'est pas si immense que ça. Donc voilà, après, les chiffrages peuvent varier, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Il est vrai qu'il y a aussi beaucoup de, comme vous le disiez, il y a aussi beaucoup d'emplois qui vont être améliorés par le fait que vous pouvez automatiser certaines choses et vous développer sur certaines tâches. Automatiser les choses. On va remonter un peu en arrière pour s'interroger sur l'impact du progrès sur la charge de travail. Retour en 2009, quand les supermarchés ont commencé à être équipés en caisses automatiques. C'est notre archive du jour. Depuis l'installation du système, les caissières sont devenues des hôtesses. La différence, une seule personne gère désormais 4 machines. Veuillez patienter, un assistant vient vous aider. Par rapport à avant, en fait, on a moins de manutention. On ne porte plus les choses lourdes. En fait, c'est le client qui fait tout soi-même. On est juste là pour assister au client s'il y a un souci au niveau de la caisse. Une technologie coûteuse, 15 000 € pièce, mais pour le directeur du magasin, l'investissement rentabilisé en seulement 3 ans n'a que des avantages. Pour le consommateur, ça va plus vite. Pour la caissière, on a enlevé la pénibilité. Et pour l'entreprise, nous avons doublé le nombre de caisses au mètre carré, ce qui va augmenter notre productivité et donc la rentabilité pour un meilleur discount. Une nouvelle génération d'automates qui, pour les syndicats, fait peser une menace sur l'emploi des 150 000 caissières de la grande distribution. Vous donniez tout à l'heure l'exemple de la caissière, et c'est vrai qu'il y a des travaux pénibles qui vont être supprimés, mais il y a aussi plus de productivité, c'est ce que disait ce patron de supermarché. Oui, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gains de productivité, en fait. Et vous dites temps de travail partagé. Alors, je suis peut-être rêveur, je suis rêveur, mais je ne peux pas être que négatif, je ne peux pas être que pessimiste. Donc, il y a aussi une promesse dans l'IA, quelque chose de sorte de l'espoir, qui est que ça nous permette de nous libérer du travail, de nous libérer de la pression de l'emploi, de la pression du travail, de l'impact que ça a dans nos vies. Et c'est vrai que si ces gains de productivité sont utilisés à bon escient, et si on le met au service de l'humain, alors oui, on peut se mettre à rêver d'une réduction majeure de la durée du temps de travail. Ça veut dire quoi majeure? Ça veut dire passer à 32 heures, vous savez, le philosophe Bertrand Russell, au siècle dernier, disait qu'avec tous les progrès technologiques, on pourrait arriver à travailler à peu près 10 à 15 heures par semaine. Donc ça, par exemple, c'est un espoir avec l'IA. Et l'autre espoir aussi, c'est potentiellement nous libérer du travail avec, par exemple, le revenu universel, qui découlerait des gains de productivité qui découleraient de l'IA, et nous permettre, au fond, de vivre dans une société qui serait plus
centré sur le bien-être et pas sur le travail, la productivité, la pression à la productivité permanente, qui est quand même aujourd'hui dans nos sociétés capitalistes quelque chose qui, quand même, d'une certaine manière, écrase beaucoup les individus et rend beaucoup de gens assez malheureux. Yahya Falla, vous faisiez non avec la tête. Le principe, je l'entends. Tout le sujet est de savoir quel est notre rapport au travail. Imaginez que la France est un village de 20 personnes. Dans ce village, vous avez des personnes âgées, vous avez des enfants, vous avez des gens en incapacité de travailler. On invoque la solidarité pour dire que ceux qui sont en capacité de travailler pourraient travailler moins. Pour ceux qui ne travailleraient pas, parce qu'ils choisiraient de ne pas travailler. La réalité, pour moi, la vraie solidarité, c'est toute personne en capacité de travailler doit travailler, moi, c'est mes valeurs à moi, doit travailler pour celui qui ne peut pas travailler, pas pour celui qui ne veut pas travailler. Tout gain de productivité, chaque point de productivité qu'on gagnerait avec n'importe quelle évolution technologique, que ce soit l'intelligence artificielle ou autre chose, nous devons l'utiliser collectivement pour relever les défis écologiques qui sont devant nous, les défis démographiques qui sont devant nous, les défis technologiques qui sont devant nous. C'est pour ça qu'on doit l'utiliser, pas pour construire une société de oisiveté. Travailler autant qu'on le fait aujourd'hui. La croissance qu'on appelle travailler, dans un monde fini, malheureusement. Parce qu'ici, on oppose travailler. Il faut travailler moins pour l'écologie. Il est en train de, il oppose travail et l'écologie. Il dit que parce qu'on travaille, c'est contre-écologique. Pas du tout. Si on travaille différemment, si on crée plus de valeur, de manière plus intelligente, de manière plus respectueuse, de manière plus éthique, de manière plus écologique, ça marchera. Céline Antonin. Et c'est pas la oisiveté qui va nous permettre de faire ça. Moi, je défends aussi la valeur travail, mais c'est surtout, effectivement, on a deux choix. Vous faites des gains de productivité, soit vous continuez à avoir de la croissance, c'est-à-dire dans ces cas-là, vous travaillez, admettons, le même temps avec des gains de productivité, on a plus de croissance, ou alors vous dites, je vais baisser le temps de travail, effectivement. C'est un choix collectif. Moi, je pense quand même qu'on a, malgré tout, envie de financer notre protection sociale, on a envie de continuer à pouvoir distribuer du revenu aux gens, de s'enrichir par le travail, et donc, je pense qu'on a quand même envie de continuer à avoir de la croissance, et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on n'est pas un pays isolé, on est dans un monde où on a des concurrents, et vous vous dites, pendant que d'autres vont, grâce à l'IA, avoir des gains de productivité, et par ailleurs, continuer à travailler, et donc gagner des parts de marché, devenir plus compétitif. Nous, on va dire, à ce moment-là, on va baisser notre temps de travail, donc on sera moins compétitif, et donc on va perdre par rapport à nos concurrents. Donc, le raisonnement économique dit que malheureusement, si on fait ça, on devient moins compétitif. Mathieu Sama, vous allez jusqu'à dire, à l'encontre de ce que dit Céline Antonin, qu'il faut organiser la société pas autour du travail, mais autour d'autres choses, comme le disait Dominique Méda, la sociologue. Est-ce que vous allez jusqu'à ce que l'IA peut libérer cela? Enfin, ça paraît utopique, selon vos c'est l'espoir qu'on peut avoir. Si jamais on arrive à faire de l'IA quelque chose de service de l'humain, encore une fois, au service de notre bien-être, alors oui, ça peut nous faire espérer, en effet, une société qui n'est plus organisée autour du travail. Et vous parlez beaucoup de compétitivité, de croissance, etc. Et j'entends, et vous avez raison de le faire en tant qu'économiste, mais il n'y a pas que ça dans une société. Il y a aussi le bien-être des gens, la liberté des gens, le fait qu'au fond, une société organisée autour du travail, il y a une société aussi qui fait beaucoup de perdants, où il y a aussi beaucoup de mal-être, beaucoup de dépression. On peut travailler. Vous avez 10 secondes, c'est oui, donc je pense qu'on peut aussi organiser la société différemment, avec en effet l'idée d'un droit à la paresse pour tout le monde, qui ne fasse pas disparaître le travail. Je pense que vous avez une vision très négative du travail, et je pense qu'on peut vraiment s'épanouir par le travail, avec un travail qui soit effectivement respectueux de tous, avec une meilleure organisation sans doute du travail dans les entreprises. On peut le repenser, le travail, mais je pense qu'il ne faut pas l'abolir et qu'il reste une société utopique. Non, c'est un enfer. On en rediscutera. En tous les cas, ce débat n'aurait peut-être pas eu lieu avec l'intelligence artificielle. Merci à tous les trois d'être venus pour en débattre. On reste dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Théophile Cossa avec notre historien maison. Un retour en 1971 inspiré par la rencontre au sommet d'aujourd'hui entre Trump et son homologue chinois. Théophile reviendra, lui, sur l'ouragan meurtrier Mélissa pour nous expliquer comment se forment ces redoutables tempêtes. Mais d'abord, le mot vedette du jour, ou plutôt le prénom du jour, Kevin, ou quand une tendance des années 90 se transforme en chemin de croix. C'est entendu. Kevin. Pour beaucoup, le prénom Kevin peut être cliché. Salut, je m'appelle Kevin. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Kevin, 2 syllabes, 30 ans de mauvaises blagues. Ça sonne jogging, casquette à l'envers et vanne de salle des profs. Les Kevin, ça finit en prison, pas à l'université. Pourtant, en gaélique, Quevin signifie belle engendrée, de quoi mettre des paillettes dans ta vie.
Années 90, Kevin Costner danse avec les loups, Kevin McAllister rate l'avion et la France aligne 13 000 Kevin par an. Succès fulgurant, puis dégringolade express. Au XXIe siècle, le prénom devient panneau publicitaire de mauvais goût populaire et la géographie n'arrange rien. Selon le sociologue Baptiste Coulmont, il circule surtout dans les classes populaires du Nord. Ça renforce sa petite image sociale. En moyenne, pour l'OCDE, le milieu familial pèse 13% sur les résultats scolaires. En France, c'est déjà 20%. Les chiffres frappent, 19,8 de mentions très bien au bac pour les Mathieu, seulement 6,8 pour les Kevin. Merci papa, merci maman, le prénom agit comme un stigmate. CV écarté, moquerie en mairie, match raté sur Tinder. Certains masquent leur Kevin, comme d'autres dissimulent leur accent. Résultat, aujourd'hui, un documentaire tente de sauver les Kevin et une proposition de loi arrive à l'Assemblée nationale. François Ruffin vient de déposer un texte visant à élargir la liste des discriminations légales. Après l'origine, le sexe ou le nom de famille, il s'agit d'ajouter un critère oublié, le prénom, et donc le Kevin. Une première en France, il existe déjà des Kevin avocats, profs, médecins, députés. Preuve que le prénom n'est pas une prison, ce sont les clichés qui enferment. Alors demain, un Kevin à l'Élysée, pas plus improbable qu'un Jordan en tête de gondole. Danse avec moi, danse de Kevin. Merci Olivier Boucreux, Xavier, Théophile, rebonsoir. C'est l'heure de vos chroniques. On commence avec vous, Xavier. Allons-y. Donald Trump a rencontré aujourd'hui en Corée du Sud le président chinois Xi Jinping dans un contexte de bras de fer, on le sait, commercial entre les deux pays. L'occasion pour vous de revenir sur la diplomatie du ping-pong. Eh oui, Benjamin, parce que c'est en avril 1971 que se déroulent les 31e championnats du monde de tennis de table. Ça se passe au Japon, une compétition sportive aux conséquences diplomatiques inattendues. L'équipe chinoise sympathise avec celle des États-Unis. Enfin, ce sont deux hommes qui nouent une amitié complètement improbable. Deux joueurs de tennis de table, deux pongistes. D'un côté, vous avez Glenn Coven, de l'autre côté, vous avez Chuang Zedong. Tellement sympathiques ces relations que l'équipe des États-Unis est invitée à se rendre en Chine. Une invitation inimaginable auparavant. Ah oui, oui. Hein. C'est-à-dire qu'aucun ressortissant des États-Unis ne s'était rendu en Chine depuis 1949, c'est-à-dire depuis que le pays est devenu communiste. Avec Mao Zedong au pouvoir, les relations entre les deux pays sont complètement rompues. Et puis, c'est le contexte de guerre froide. Il y a eu la guerre de Corée aussi. Sauf que voilà, au début des années 1970, les deux pays connaissent des revers à l'international. La Chine s'est brouillée avec son allié soviétique. Et pour les États-Unis, c'est la terrible guerre du Vietnam. Mais dans le même temps, à l'intérieur de chacun des pays, ça se passe pas mieux. Hein. La Chine est ravagée par la révolution culturelle. Aux États-Unis, ce sont des contestations sans cesse contre la politique de Nixon. Bref, tout le monde est d'accord pour dire, ce serait bien qu'on se réconcilie, mais personne ne sait comment faire. Et c'est donc par le ping-pong. Eh oui, c'est ça. Du 11 au 17 avril 1971, l'équipe des États-Unis, accompagnée de journalistes venus des États-Unis, arrive en Chine. Alors, c'est l'arrivée à l'aéroport exceptionnelle. On visite la Grande Muraille, c'est formidable. Et puis, des réceptions, notamment par le Premier ministre Zhou Enlai, qui prononce des discours. Partout, il y a des discours. Et dans ces discours, il y a toujours l'idée de « ce serait bien de se réconcilier ». Et ça, c'est entendu aux États-Unis, avec des signaux envoyés. Donc, la fin de l'embargo contre la Chine. L'idée aussi que, tiens, on invite une équipe chinoise de tennis de table. Donc, vous voyez, comme ça, un va-et-vient de signaux positifs par-dessus l'océan Pacifique, un peu comme une partie de ping-pong. C'est ce qui conduit en 1972 à la visite du président Nixon à Pékin. Donc vous voyez, hein, c'est par une compétition sportive que les deux pays arrivent à se réconcilier, un peu comme si on disait « Allez, on oublie le passé, vous voyez, on tire un trait sur le passé, on passe l'éponge. » Enfin, on passe l'épongiste. Bravo Xavier. Théophile, c'est à vous. L'ouragan Mélissa qui gronde toujours, hein, les des plus violents de l'histoire. Il a déjà fait des dégâts considérables en Jamaïque, en Haïti et à Cuba. Il continue sa route donc vers les Bermudes. Et Théophile, vous nous expliquez les ressorts d'un ouragan. Oui, l'ouragan Mélissa, de catégorie 5 sur l'échelle de référence, un Saphir Simpson, des vents allant jusqu'à 300 km/h. On a même mesuré 400 km/h en altitude. C'est du jamais vu. Résultat, vous le voyez sur les images, sur Terre, c'est l'horreur. Même s'il faut bien avouer que dans le ciel, par vue satellite, c'est plutôt joli à observer comme phénomène. Hein, c'est cet enroulement nuageux que vous voyez avec ce fameux œil au milieu. Pour vous donner une idée, cet ouragan, il mesure 1200 km de diamètre, 15 km de haut. C'est juste gigantesque. Et je dis ouragan, mais cyclone ou typhon, c'est la même chose. Voilà, c'est le même phénomène appelé différemment en fonction de la zone géographique. Alors comment se forment ces tempêtes? Eh bien déjà toujours avec le même combo gagnant, à savoir de la chaleur et de l'humidité. Étape 1, on a des grandes masses d'eau chaude, mer, océan, 27 degrés minimum qui s'évaporent dans le ciel. Donc ça se passe
forcément dans les zones intertropicales, parce qu'il n'y a que là que les mers sont aussi chaudes sur des profondeurs de 50 à 60 mètres. Étape 2, ça donne naissance à un gros amas de cumulus. Donc là, mécaniquement, il se met à pleuvoir très fort, mais c'est pas fini. Étape 3 arrive ce qu'on appelle la force de Coriolis. Alors la force de Coriolis, c'est la force donnée, vous savez, par la rotation de la Terre. La Terre, en tournant sur elle-même, va favoriser l'enroulement de la colonne d'air qui est en train de monter vers le ciel. Résultat, l'ouragan prend la forme d'une grosse toupie. Les nuages tournent autour d'un vide qu'on appelle l'œil. Et c'est là que se trouve tout le danger. Oui, évidemment. Regardez, l'œil de Mélissa, filmé de l'intérieur par l'US Air Force, c'est assez dingue comme image. Il fait 25 km de diamètre, cet œil. À l'intérieur, tout est calme, mais dès que vous rentrez dans les nuages, c'est là que les vents sont les plus violents. En gros, si l'œil passe au-dessus de votre maison, allez hop, bye bye. Alors heureusement, dès qu'il touche terre, un ouragan s'affaiblit parce qu'il est privé de son principal carburant, à savoir la chaleur de l'océan. En plus de ça, il se déplace pas très vite, un ouragan, entre 5 et 20 km/h. Donc au moins, ça permet un peu d'anticiper, d'évacuer les populations. 700 000 personnes déplacées rien qu'à Cuba. Mais évidemment, ça n'évite pas les très gros dégâts qui sont considérables, particulièrement sur les îles. Il risque d'en avoir de plus en plus. La faute évidemment au réchauffement climatique. Il ne va pas forcément y avoir plus d'ouragans, mais ils vont être beaucoup plus intenses. Des ouragans de plus en plus violents. Illustration en ce moment, elle s'appelle Mélissa. Merci à tous les deux, merci aussi également à vous deux. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain à 20h05 pour le club de 28 minutes. Bonne soirée à tous. Tchuss.